L'actualité, l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou était une fois de plus dans les rues de la capitale pour exiger l'annulation des réformes entreprises par le gouvernement dans le secteur de l'éducation. Une marche sur le ministère de tutelle vite dispersée par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogènes. L'ambiance à suivre dans ce 13h. À suivre également dans ce journal le cri de cœur du comité de gestion du CSPS de Sika-Sosira dans les Hauts-Bassins. Construit vers 1924, le bâtiment colonial toujours en service coule sur le poids de l'âge. À cela s'ajoutent les problèmes d'électricité et d'eau. Il faut sauver le CSPS de Sika-Sosira, c'est le grand format de ce 13h. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous si vous venez de nous rejoindre sur BF1. Les organisations syndicales scolaires n'en démordent pas à propos de la lutte contre les réformes gouvernementales engagées dans le secteur. Après quelques semaines d'accalmie, une vingtaine de structures d'élèves sur toute l'étendue du territoire national sont de nouveau dans les rues pour exiger l'annulation pure et simple des nouvelles mesures annoncées par le gouvernement. La manifestation débutée aujourd'hui va durer 72 heures. L'association des élèves du secondaire de Ouagadougou n'a pas pu remettre sa plateforme revendicative au ministre Ouaro car la marche a été dispersée à coups de gaz lacrymogènes comme vous pouvez le voir sur ces images. Nous y reviendrons plus en détail sur cette marche dans notre édition du 19h30. Mais avant, je vous propose d'entendre le ministre en charge de l'Éducation nationale. Il s'exprime sur cette manifestation des élèves. Non, il faut dire des élèves sont à remous. Quand on dit les élèves, c'est comme si c'est tous les élèves. Il y a des endroits où les cours se passent normalement. Il y a des endroits où on oblige des élèves à sortir. Il y a des endroits où nous-mêmes nous avons libéré les élèves par souci de sécurité. Et puis, il y a des endroits où les élèves ont eux-mêmes délibérément décidé de sortir. Et il se trouve qu'il y a certains qui décident donc de venir certainement au ministère. Mais c'est organisé. Nous sommes en démocratie, nous ne sommes pas dans le désordre. Et donc, partout où la fermeté doit se faire, elle se fera. Maintenant, les forces de défense et de sécurité sont des professionnels et donc ils travaillent à ce que tout se passe dans l'ordre. Chacun est libre de manifester et de s'exprimer. Mais comme je l'ai dit il y a quelques jours, les réformes vont se poursuivre. Dans le cadre des assises nationales de l'éducation prévues en septembre prochain, le ministre Stanislas Ouaro va rencontrer ce soir les associations des parents d'élèves. L'hebdomadaire Conseil des ministres pour poursuivre ce journal. Hier, au palais de Kosiam, d'importantes décisions gouvernementales ont été prises. Elles concernent les secteurs de l'eau, de l'énergie et de la santé. Pour ce qui concerne le secteur de l'eau, on apprend que le gouvernement va abandonner son système de facturation à l'ONEA. Cette facturation qui suscitait la colère des populations sera remplacée par une nouvelle forme de facturation. Elle restera tout de même bimestrielle et entrera en vigueur dans 2 mois, selon le ministre en charge de l'eau. Ousmane Nakro nous explique ce nouveau mécanisme dans cet élément signé Kwame Hervé Dapa. C'est une facturation à problème que l'Office national de l'eau et de l'assainissement va abandonner. Le système que nous avons décidé d'abandonner consistait, lorsque nous sommes au cours du mois de janvier et que nous voulons relever une fois ce compteur-là donc pour 2 mois, et que nous relevons le compteur en janvier, nous prenons la consommation que nous trouvons et que nous additionnons avec la consommation du mois antérieur, donc le mois de décembre. Et nous prenons ce montant total-là que nous divisons en 2 pour avoir une moyenne. Et c'est cette moyenne-là que nous prenons pour estimer la consommation du consommateur pour ce qui concerne le mois de février. Bien compliqué tout cela, le Conseil des ministres de ce 28 avril a entériné une nouvelle forme de facturation. La nouvelle formule consistera à rester dans le bimestriel. Mais si je garde le mois de janvier et de février, cette fois-ci, nous n'allons pas relever en janvier, mais nous allons nous mettre donc à la fin du 2e mois pour relever le compteur.
ce qui nous donne l'avantage d'avoir une consommation cumulée du consommateur des mois de janvier et de février. Et pour éviter les contentieux parfois insolubles, le gouvernement ajoute un autre mécanisme au relevé des index. Nous allons avoir donc des appareils pour qu'en plus du relevé, nous puissions prendre la photo du compteur, le relevé, l'index photographié, que nous ramènerons donc au niveau du service clientèle, pour qu'en cas de contestation, nous puissions avoir la preuve matérielle que l'index qui figure sur la facture là est bien réel, parce que le consommateur lui-même donc pourra vérifier soit par simple coup de fil ou bien en se déplaçant dans les guichets de l'ONEA donc pour faire ses réclamations. Dans combien de temps tout cela pourrait rentrer en vigueur? Je vous ai dit 2 mois à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui donc nous sommes le 27 avril, 27 mai, 27 juin, Inch'Allah, nous allons nous retrouver pour faire le bilan. Rendez-vous donc dans 8 semaines. Pour ces éclairages. Les membres du gouvernement, notamment le président du FASO et le ministre en charge de la Santé, interpellés à se pencher sérieusement sur le cas du CSPS de Sikasso Sira. Construit vers 1924, le centre de santé et de promotion sociale, l'un des premiers de la ville de Bobo-Dioulasso, est dans un état piteux. Si rien n'est fait avant la saison des pluies, l'infrastructure risque de céder. Le comité de gestion du CSPS ne sait plus où donner de la tête. Il n'arrive plus à honorer les factures. Le cri de cœur des responsables du CSPS de Sikasso Sira dans ce reportage de Soto Justin Dabiri. Un bâtiment colonial, des salles de soins délabrées, des murs fissurés, c'est la triste réalité du centre de santé et de promotion sociale CSPS de Sikasso Sira, situé au secteur 8 dans l'arrondissement 1 de Bobo-Dioulasso. Construit dans les années 1924, le CSPS de Sikasso Sira, un des premiers centres de santé de la ville de Bobo-Dioulasso, est dans un état de dégradation qui inquiète. Je vous jure qu'en saison de pluie, on ne peut pas travailler ici. Et c'est ce que j'ai dit au maire la dernière fois. Je crains fort si rien n'est fait dans ces espèces-là. Si cette année, la saison de pluie, on pourra travailler. Il y a des bureaux qu'on a fermés parce qu'on ne peut pas travailler dedans, où les crépissages sont en train de tomber. Et tu peux aller coucher un malade dans un bâtiment où les crépissages sont en train de tomber à tout moment. Et ce n'est pas tout. Selon le président du COGES, le CSPS de Sikasso Sira n'arrive plus à supporter ses factures d'eau et d'électricité depuis l'avènement de la gratuité des soins au Burkina Faso. La gratuité, c'est vrai, c'est bien, c'est une politique du gouvernement. Ça amène même les femmes aujourd'hui qui n'avaient pas de moyens de venir avec les enfants lorsque ça ne va pas. Mais une chose aussi est de reconnaître que les remboursements nous posent vraiment un véritable problème. Et parce qu'on est remboursé chaque 3 mois. Et souvent, je vous jure que même si la tarification n'est pas encore remboursée, on est obligé de les payer en attendant que les chèques arrivent. Et pas plus tard que la semaine passée, c'est ce qu'ils ont dit. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire exactement, on est autour de presque 2 800 000 de crédits à la Sonavelle. Les difficultés de fonctionnement et celles liées à la vétusté des bâtiments ne sont pas propres au CSPS de Sikasso Sira. Selon le secrétaire général de la sous-section Sincha de Do, dont dépend le CSPS de Sikasso Sira, de nombreux CSPS à Bobo-Dioulasso vivent les mêmes réalités. Dans le district sanitaire de Do, il y a le CSPS de Amdalaï, il y a le CSPS de Sikasso Sira. Quand vous y pénétrez, c'est des taudis. Les murs sont lézardés. Les installations électriques, pendant la pluie, c'est de l'eau qui coule à l'intérieur. Et je pense qu'avec la rétrocession des formations sanitaires aux mairies, le transfert des ressources au niveau des mairies, on devrait pouvoir quand même gérer cette situation-là. Nous avons reçu des informations venues de Ouagadougou, et là c'était une mission qui est venue même, qui, lors d'un contrôle, a vu des factures d'eau et d'électricité, mais qui s'est étonné. Il dit, mais pourquoi il y a des factures d'électricité et d'eau dans les justifs des CSPS? Parce qu'ils ne comprennent pas à Ouagadougou, et ils n'ont jamais, ces genres de problèmes, c'est pris en charge par la commune. Au niveau de la mairie de Bobo-Dioulasso, on se refuse à tout commentaire pour l'instant. Mais une source proche de la municipalité nous apprend que des actions seraient en cours d'élaboration pour réhabiliter le CSPS.
Dans le secteur de l'éducation, le projet de renforcement de la redevabilité sociale et du contrôle citoyen des dépenses publiques dans les secteurs de l'éducation de base et de la santé et de l'eau potable est à son terme. Après 30 mois d'exécution, le CIFOWEB, chargé de sa mise en œuvre, restitue les résultats obtenus. De nombreuses insuffisances ont été constatées, mais il y a tout de même quelques motifs de satisfaction. Arsène Konditomde nous en dit plus. Le projet de renforcement de la redevabilité sociale et du contrôle citoyen des dépenses publiques dans les secteurs de l'éducation de base, de la santé et de l'eau potable est à son terme. C'est un projet mis en œuvre dans 57 communes du Burkina Faso. Il permet d'avoir une sorte de cartographie du contrôle citoyen sur 3 domaines de la gouvernance publique. Dans les communes où il est mis en œuvre, les résultats sont jugés satisfaisants. Donc il y a une qualité, on va dire, beaucoup plus élevée des citoyens en termes d'information, mais aussi en termes de capacité d'influencer l'action publique. On a aussi noté une amélioration, une évolution de la culture, de la transparence, de la redevabilité des autorités locales. Aujourd'hui, les maires auprès desquels nous intervenons sont beaucoup plus à l'aise pour venir vers la population, pour présenter les résultats, pour présenter l'action qu'ils ont menée avec les ressources transférées dans le domaine de la santé, de l'éducation et l'eau potable. Cette session de restitution a permis de toucher du doigt les acquis et les insuffisances liées à la mise en œuvre du projet. Et entre autres, la lenteur dans le traitement des actes liés à la passation des marchés publics. Nous notons également l'insuffisance en ressources humaines parce que par moment, on se rend compte qu'un seul infirmier, appuyé peut-être par un autre, s'occupe de tout un CSPS. Et nous observons également le non-fonctionnement des comités de gestion. Pour les maires des communes bénéficiaires, c'est un projet qui permet de réconcilier les administrateurs et les administrés. Ça permet aux maires, effectivement, dans la commune, d'avoir une idée générale, comme je le disais, une clairvoyance. Donc, leur participation nous permet d'avoir une assurance avec la population, parce qu'il y a la redevabilité. Et les CIFOWEB étant des éléments qui sont dans les villages, surtout, et qu'on voit qu'ils participent, ils savent ce qui se passe au niveau de la mairie, cette transparence de la gestion, vous voyez déjà ce que ça fait, ça donne cette crédibilité sur le terrain. Ce projet de redevabilité et de contrôle citoyen est financé par l'UNICEF. Les échanges sont en cours avec toutes les parties prenantes afin de prolonger la durée de sa mise en œuvre jusqu'en fin 2022. Le cadre de concertation des associations et le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base engagées aux côtés du gouvernement pour une éducation de qualité. Après avoir offert la somme de 5 millions de francs CFA pour soutenir 25 écoles primaires du Ganzourgou, le CCEB vole encore au secours des élèves de cette province. Il leur a offert 600 lampes solaires, l'idée étant de permettre à ces élèves de réviser les cours car l'électricité fait défaut dans la zone. Abdul Aziz Sari. En matière d'éducation, le gouvernement burkinabé continue de fournir de nombreux efforts à travers la réalisation d'écoles. Cependant, la plupart de ces écoles sont situées en zone rurale où l'électricité constitue une denrée rare. N'ayant plus de lampes à pétrole, réviser les leçons s'avère difficile pour les élèves de ces zones. C'est pour remédier à cette situation que le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base CCEB offre ses lampes solaires à 25 écoles primaires du Ganzourgou réparties dans 4 communes rurales. L'objectif est de permettre aux élèves de mieux apprendre leurs leçons à la maison. À l'école, vous partez pour avoir les savoirs. Ce n'est pas l'endroit où tu pourras rester pour apprendre. L'apprentissage se fait à la maison. Alors, et pour permettre à l'enfant d'apprendre à la maison, on a songé leur offrir des lampes solaires qui ne demandent aucun coût sauf un entretien hygiénique tout simplement, qui va lui permettre de repasser chaque jour ses leçons à la maison. Et pourquoi pas, s'ils sont voisins, de se mettre ensemble pour faire des travaux de groupe. D'un coût global de plus de 8 millions de francs CFA, ce don s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Les enfants sont l'or du Burkina », un projet financé par le Royaume du Danemark à travers l'ONG Oxfam. Nous accompagnons justement le système éducatif, notamment le ministère de l'Éducation,
à fournir une éducation de qualité à travers la formation des enseignants et également par la dotation de matériel, tout comme on l'a fait ce matin. Et nous avons fait une remise officielle de 600 lampes solaires et également 60 projecteurs. En plus des lampes solaires, les bienfaiteurs du jour offrent également la somme de 5 millions de francs CFA pour soutenir le gouvernement scolaire des 25 écoles. Moi particulièrement, je suis largement satisfait par rapport à l'appui qui est vraiment d'un appui bien ciblé et qui rencontre le besoin réel de nos écoles, le besoin réel de nos communautés, le besoin réel de nos enseignants. Quand on parle de domaine régalien, c'est juste dire que logiquement, c'est l'État qui devrait en tout cas faire tous ces efforts-là, mais pas en tout cas des ONG ou d'autres partenaires. Et sachant qu'en tout cas les moyens sont limités en tout cas dans notre pays, et Oxfam et ses partenaires ont songé en tout cas à soutenir notre pays, il est notre devoir en tout cas d'être présents à chaque fois pour eux aussi les galvaniser, les féliciter et les encourager pour les actions nobles qu'ils mènent en faveur de nos petits frères et de nos enfants. Débuté en 2018, le projet Les enfants solos du Burkina prend fin en décembre 2021. Il est financé à hauteur de plus de 130 milliards de francs CFA. Bonne nouvelle dans la filière, dans le secteur agricole et plus précisément dans la filière coton. La COFINA tente de trouver des solutions de financement adaptées à la filière. Elle vient l'institution spécialisée dans le financement des entrepreneurs et des petites et moyennes entreprises vient de signer un partenariat avec la Proparco pour un meilleur accompagnement financier de la filière coton au Burkina Faso. Les précisions de Big Sogré John William Somda. Deuxième produit d'exportation du Burkina Faso après l'or, la filière coton devra bientôt connaître une hausse de sa production pour l'année 2020-2021. Des résultats encourageants qui pourraient davantage profiter à l'économie du pays si tant est qu'un travail de diagnostic détaillé des intervenants de la filière est effectué. C'est ainsi que la Proparco, à travers une signature de convention ce 28 avril, a décidé d'accompagner la COFINA pour le lancement d'une étude de la filière coton. Cet accord intervient dans le cadre de l'initiative Pays Fragile de la Proparco. Pour la directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest de la Proparco, le choix porté sur la filière coton n'est pas fortuit. Vous le savez, hein, nous en avons parlé tout à l'heure, la filière coton emploie la majorité de la population active. La filière agricole, d'une façon générale, représente un quart du PIB au Burkina. C'est un secteur extrêmement clé, extrêmement structurant de l'économie nationale. Il était donc naturel que Proparco, en accompagnant COFINA, puisse travailler avec COFINA à améliorer la lisibilité que nous avons sur cette filière afin de mettre en place l'accompagnement le plus approprié, le plus adéquat à tous les acteurs de cette chaîne de valeur. À travers cet accord, la COFINA devra mettre en place des solutions de financement adaptées et contribuer à l'inclusion financière des TPE et PME du secteur agricole. Un partenariat qui s'annonce déjà avantageux pour le secteur agricole et plus précisément pour la filière coton. Ce partenariat que nous venons de signer avec Proparco est une première étape qui va nous permettre dans un premier temps de connaître le secteur, de savoir quels sont les acteurs qui évoluent au sein de ce secteur-là, de savoir quels sont les besoins précis de ces acteurs et de savoir quels sont les besoins que ces acteurs ont actuellement et qui sont satisfaits et quel est le gap. Et nous allons maintenant intervenir pour voir comment apporter notre appui avec derrière l'appui de Proparco pour vraiment leur donner une satisfaction entière. Ce qui est important de signaler, c'est que ça va nous permettre de ne pas rentrer dans le secteur sans en avoir mesuré avec précision les risques que nous encourons. Filiale du groupe Agence française pour le développement AFD dédié au secteur privé, la Proparco intervient depuis plus de 40 ans à la promotion d'un développement durable en matière économique, sociale et environnementale. Son implication dans le développement de la filière coton est donc logiquement saluée par l'ambassadeur de France au Burkina Faso. Et on sait tous que le secteur du coton au Burkina, c'est essentiel, c'est important, ça fait vivre énormément de gens, énormément de ménages, énormément de familles, qu'il connaît des difficultés liées au contexte sécuritaire, mais aussi au contexte climatique et aux difficultés de structuration de la filière. Donc l'idée, c'est d'accompagner COFINA pour d'abord mener une étude sur la structuration de la filière cotonnière au Burkina Faso et ensuite accompagner financièrement les acteurs de la filière, les producteurs certes, mais aussi les fournisseurs, tous ceux, les transporteurs, enfin bref, tout ce système économique qui vit autour du coton au Burkina Faso. Lancée au Burkina Faso en 2019, la COFINA offre des services à valeur ajoutée aux PME et aux particuliers à travers des services de crédit, d'épargne et de transfert. Des atouts qui ont séduit plus d'un lors de la visite de son agence à la suite de la signature des partenariats avec la Proparco. Il faut aussi ajouter qu'au 31 décembre 2020, l'institution affichait un bilan de près de 16 milliards de francs et plus de 14 milliards déboursés au profit des PME et des particuliers.
Actualité hors de chez nous au Niger, sa cavale n'aura duré que 4 semaines. Le capitaine Sani Gourouza, cerveau du coup de force du 31 mars dernier au Niger, qui avait pour but de renverser le président Mohamed Bazoum, a été arrêté dans sa fuite au Bénin. Une arrestation rendue possible grâce à la collaboration entre les autorités sécuritaires des deux pays. Fin de cavale pour l'auteur présumé de la tentative de coup d'État au Niger. Le capitaine Sani Gourouza, accusé d'avoir tenté de renverser le président Mohamed Bazoum, a été arrêté dans sa fuite au Bénin. Le capitaine a été appréhendé grâce à une collaboration entre les autorités sécuritaires des deux pays. Les faits remontent au 31 mars dernier. Alors que le Niger se prépare à l'investiture de son nouveau président Mohamed Bazoum, des soldats en provenance d'une base aérienne de Niamey attaquent à l'arme lourde un poste avancé de la garde présidentielle, tout proche de la résidence du chef de l'État et du ministère des Affaires étrangères. Un coup d'État qui a été vite avorté et a poussé le capitaine Sani Gourouza à prendre la fuite au Bénin voisin. Sport football pour terminer, la Ligue des Champions disputée hier pour les comptes de la demi-finale aller entre le Paris Saint-Germain et Manchester City s'est terminée sur le score de 2-1 en faveur de Manchester City. La NBA s'est également disputée entre Philadelphie et Atlanta. Le résumé de la Ligue des Champions et de la NBA dans cet élément qui va suivre. Une fois n'est pas coutume, Mbappé et Neymar n'ont pas réussi à porter le PSG. Face à Manchester City, les deux stars ont terminé la rencontre avec des statistiques faméliques. Une prestation insipide de leur part. Tendu, Neymar a même été averti. Comme très souvent, quand il n'y arrive pas ou qu'il n'arrive pas à faire la différence, il commence à s'énerver. En tout cas, c'est toujours le même scénario avec Neymar. Soit ça part bien, et dans ce cas-là, il nous régale pendant 90 minutes. Soit il est un peu sevré de ballon, il a du mal à faire la différence. Et là, on est habitué au Neymar qui fait des petits coups tordus et qui finalement sort de son match. Le PSG aura besoin de ces deux stars pour renverser des Citizens invaincus face aux Parisiens en Ligue des Champions et avec un bilan européen presque parfait cette saison. Ce qui n'empêche pas Neymar de garder la foi. Le numéro 10 parisien a tweeté hier soir pour affirmer sa détermination et sa confiance en son équipe. 1% de chance, 99% d'espoir, a-t-il conclu. Les vice-champions d'Europe ont des raisons d'y croire. De plus, City n'est pas souverain sur sa pelouse. 3 des 4 défaites mancuniennes en première ligue ont eu lieu à l'Etihad Stadium. Et cette saison, Paris voyage très bien. Paris a gagné ses 10 derniers matchs en déplacement consécutifs. Et cette saison a gagné 3-1 à Old Trafford, a gagné 4-1 au Camp Nou, a gagné 3-2 à l'Allianz Arena. N'en tirons pas les Parisiens. Les Parisiens en ont les moyens, mais les statistiques ne sont pas avec eux. Seulement 7% des équipes ayant perdu 2-1 à domicile au match aller en Coupe d'Europe ont réussi à se qualifier au retour. Doc Rivers peut sourire. À l'Est, Philadelphie s'est offert son billet cette nuit pour les playoffs. Face à Atlanta, les 20 points de Seth Curry permettent aux Sixers de l'emporter facilement. Victoire 127-83. À l'Ouest, Denver fait un grand pas vers les playoffs. Emmenés par les 32 points de Nikola Jokic, les Nuggets s'imposent dans les tout derniers instants sur ce contre géant du Serbe. Score final 114-112 face aux Pelicans. Ainsi s'achève notre version de l'actualité de ce 29 avril 2021. Merci de m'avoir reçu chez vous. Je vous retrouve, Inch'Allah, demain pour un autre point de l'actualité. Excellente suite de programmes sur notre chaîne.